Voilà 40 ans qu'on entend ce discours. Il faut réduire notre consommation de graisse, en particulier celle des acides gras saturés, pour le bien de nos artères. Cette hypothèse selon laquelle les graisses saturées sont mauvaises, dangereuses et coupables est profondément enracinée dans notre culture culinaire. Mais est-ce que depuis le début, on ne se serait pas trompé de cible? Est-ce que les graisses saturées sont vraiment mauvaises pour la santé? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Alors d'abord, deux petits points importants. Premièrement, toutes les sources qui m'ont servi à écrire cette vidéo sont disponibles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller les voir pour vous faire votre propre avis et pour en savoir plus sur le sujet. Deuxième point, cette vidéo risque d'être relativement dense, mais j'ai pas le choix. Les acides gras saturés sont un sujet relativement complexe. On doit faire le tour d'autres sujets avant pour bien comprendre les fondements et aboutissants des acides gras saturés. Donc c'est comme ça, n'hésitez pas à la revoir plusieurs fois cette vidéo pour bien la comprendre et pour bien appréhender toutes les subtilités. Bien sûr, je ne pourrais pas forcément tout développer, je vais prendre quelques raccourcis volontaires pour ne pas faire que cette vidéo dure 3 heures. Donc je vous mettrai là aussi les ressources pour aller plus loin dans la description de la vidéo. Alors d'abord, pour commencer, un petit rappel sur les graisses saturées. Alors pour rappel, c'est un type de graisse que l'on retrouve naturellement dans de nombreux aliments, principalement la viande et les produits laitiers. Par exemple, le bœuf, l'agneau, le porc et la volaille contiennent des graisses saturées, tout comme le beurre, la crème et le fromage. Dans les aliments d'origine végétale, on trouve des graisses saturées dans la noix de coco, le beurre de cacao, ainsi que dans l'huile de palme. Alors pourquoi on dit que cette graisse, elle est saturée? Alors une molécule de gras, c'est généralement constitué d'un arrangement d'atomes de carbone et d'hydrogène. On dit que la molécule de gras est saturée car chaque carbone porte le maximum d'hydrogène possible. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours de chimie ici. Ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est que contrairement à d'autres graisses, les graisses saturées ont la particularité d'être solides à température ambiante. Cela rend les graisses saturées très stables et résistantes à la chaleur, comme quand vous mettez de l'huile de coco dans votre poêle, et au final, comme c'est une graisse qui va bien résister à la chaleur, on va avoir ce qu'on appelle un point de fumée qui va être relativement haut. Il va falloir attendre longtemps avant que la graisse commence à fumer. Dans notre corps, les graisses saturées jouent un rôle essentiel. Par exemple, les membranes de nos cellules contiennent une part importante de graisses saturées. Cela assure la stabilité et une base solide à nos cellules. De la même façon, une part excessivement importante de notre cerveau est faite de graisse et en particulier de graisse saturée. Et la gaine de myéline qui recouvre les nerfs et qui est si importante pour la propagation de l'influx nerveux est elle aussi constituée de graisses saturées. Et les graisses saturées jouent un rôle hyper important dans la production d'hormones stéroïdiennes et pour l'absorption des vitamines liposolubles comme les vitamines A, D, E et K. Et pour la petite histoire, le lait maternel renferme de très grandes quantités de graisses saturées. 50% des acides gras du lait maternel sont saturés. Alors pourquoi les graisses saturées sont diabolisées? Alors je ne vais pas vous l'apprendre ici, mais ça fait quand même un sacré bout de temps que l'homme consomme des produits animaux. Ça date pas d'hier. Les graisses saturées sont donc omniprésentes dans l'alimentation depuis la nuit des temps. Et puis après 2 millions d'années d'évolution, il y a comme par magie quelqu'un qui se serait rendu compte que c'était pas bien d'en consommer et qu'il faudrait plutôt aller vers les produits light, ce serait mieux pour notre santé. On se serait rendu compte que nous sommes l'unique espèce animale sur Terre ayant besoin de procédés technologiques pour retirer certaines matières grasses des aliments car elles seraient dangereuses pour notre santé. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à cette croyance? Tout commence avec Ansel Keys, un scientifique du milieu du XXe siècle. Dans les années 1950, il publie l'étude des 7 pays, une recherche qui examine la relation entre la consommation de matières grasses et les maladies cardiaques dans 7 pays. Parce que oui, au milieu des années 1900, il y avait une explosion des maladies cardiovasculaires, et on se demandait du coup d'où ça venait. L'étude des 7 pays portait sur plus de 12 000 hommes aux États-Unis, en Finlande, aux Pays-Bas, en Italie, en Yougoslavie, en Grèce et au Japon. Ansel Keys montre ainsi que la Finlande affiche un fort taux de maladies cardiovasculaires, alors que les Finlandais sont de gros consommateurs de graisses saturées. A l'inverse, les Grecs et les Japonais sont peu touchés par les infarctus en consommant peu de matières grasses. Le nutritionniste établit donc une corrélation entre la consommation de matières grasses et les maladies cardiovasculaires. CQFD, c'est le gras qui est responsable. Merci, bonne soirée. Mais vraiment, le problème, c'est qu'Ansel Keys a volontairement choisi ces 7 pays parce qu'ils allaient dans le sens de son hypothèse de départ. Et s'il avait choisi d'autres pays comme la Suisse ou la France, qui sont de gros consommateurs de fromage, ou la Suède, l'étude aurait plutôt suggéré l'inverse. La petite corrélation d'Ansel Keys
conduisit à ce qu'on appela l'hypothèse lipidique. C'est une théorie selon laquelle les graisses, et en particulier les graisses saturées, augmentent le cholestérol dans le sang, ce qui conduit à des maladies cardiaques. Cette corrélation a été suffisante pour qu'Ansel Keys fasse la couverture du Time et soit largement acclamé en tant que père de la diététique moderne. Rapidement, cette hypothèse a donc été adoptée par les médias, les professionnels de la santé et les responsables politiques. Les graisses saturées sont donc devenues ainsi l'ennemi numéro 1 de la santé cardiaque. On a donc recommandé d'éviter le beurre, la viande, les œufs, les produits laitiers et les graisses animales en général, car ces graisses pourraient boucher les artères. En conséquence, à partir de 1977, sous l'influence des travaux d'Ansel Keys, les recommandations nutritionnelles américaines préconisent 60% des calories sous forme de glucides, dont une part importante de céréales, et une réduction des lipides à hauteur de 20 à 30%. La France suivra aussi ces recommandations, et jusqu'à aujourd'hui, elles ont très peu évolué. Alors on peut se dire, ok, mais est-ce que ces conseils, ils ont vraiment marché? Est-ce que cela a fonctionné? Est-ce que la réduction du gras a permis de réduire l'obésité et le nombre de morts par maladie cardiovasculaire? Et la réponse est clairement non. Depuis la fin des années 70, l'obésité est montée en flèche dans les pays industrialisés. Par exemple, en l'espace de 30 ans, le taux d'obésité a plus que doublé aux États-Unis. Pourtant, dans la même période, la population américaine a suivi les recommandations officielles en diminuant sa consommation de graisse. Et pourtant, les maladies cardiovasculaires ainsi que le diabète n'ont pas cessé d'augmenter. Et c'est à cette même période que sont apparus les produits light, allégés en matière grasse. Et en voulant limiter la consommation de gras, on a augmenté la consommation de sucre. Pour la petite histoire, pendant ce temps, un collègue d'Ansel Keys, le scientifique britannique John Yudkin, découvrait des liens beaucoup plus convaincants justement entre le sucre alimentaire et les maladies cardiaques. Il a acquis une réputation internationale grâce à son livre Pearl White and Deadly, écrit en 1972. Dans ce livre, il mettait en garde contre les produits sucrés qui pouvaient être dangereux pour la santé. Un argument qu'il avait avancé depuis au moins 1957. Plus précisément, il écrivait que la consommation de sucre est un facteur de développement des pathologies telles que les caries, l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Le problème, c'est que personne n'a écouté les idées novatrices et très intelligentes de John Yudkin. Pourtant, ces conclusions ont été confirmées en 2016 avec une grande contre-étude à l'étude des 7 pays, cette fois-ci beaucoup plus précise puisque 42 pays ont été analysés. Conclusion de l'étude, on a trouvé un lien élevé entre maladies cardiovasculaires et la consommation importante de glucides et d'alcool. Et surtout, il est indiqué, nos résultats ne confirment pas l'association entre les maladies cardiovasculaires et les graisses saturées, qui est toujours présente dans les directives alimentaires officielles. Au lieu de cela, une association existe entre les risques de maladies cardiovasculaires et l'indice ou la charge glycémique élevée des régimes à base de glucides. En l'absence de toute preuve scientifique reliant les graisses saturées aux maladies cardiovasculaires, ces résultats montrent que les recommandations alimentaires actuelles concernant les maladies cardiovasculaires devraient être sérieusement reconsidérées. Je pense que c'est relativement édifiant. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que certaines cultures embrassent littéralement les graisses saturées. Alors que la guerre contre les graisses saturées faisait rage dans le monde occidental, pendant ce temps, d'autres cultures embrassaient littéralement ces graisses, en faisant un pilier essentiel de leur alimentation, sans connaître les maladies cardiaques à l'échelle que nous les observons aujourd'hui. Les études épidémiologiques réalisées auprès de populations qui consomment de grandes quantités de noix de coco, comme les habitants des îles polynésiennes Tokelau ou encore celles de l'île de Kitava en Mélanésie, ont révélé une faible incidence de maladies cardiovasculaires, et ce en dépit d'un apport élevé en graisses saturées provenant de la noix de coco. Malgré le fait que 60% des calories quotidiennes des habitants de ces îles proviennent de la noix de coco, ils sont en excellente santé et ne présentent aucun signe de maladie cardiaque. Prenez aussi les Maasai d'Afrique, un peuple dont le régime est hyper riche en graisses saturées, provenant du lait, de la viande et du sang d'animaux. Et les maladies cardiaques sont pratiquement absentes chez eux. Mais alors, d'où vient le problème? Pourquoi ces cultures qui consomment de grandes quantités de graisses saturées n'ont pas les mêmes problèmes que nous, avec le même taux d'incidence des maladies cardiovasculaires, comme on pourrait s'y attendre? La réponse pourrait résider dans l'ensemble du régime alimentaire et du style de vie. Car ces cultures ne se contentent pas juste de consommer des graisses saturées dans leur alimentation. Elles les intègrent dans des régimes alimentaires équilibrés et naturels, loin des produits transformés et du sucre excessif que l'on retrouve souvent dans les régimes occidentaux. Autre exemple beaucoup plus surprenant, la France. Et oui, le pays du beurre et du fromage par excellence. Si les graisses saturées étaient vraiment le monstre qu'on prétendait, la France aurait dû être en tête des statistiques mondiales de maladies cardiaques. Et pourtant,
C'est tout le contraire. Sur ce graphique de l'université d'Harvard, intitulé « État des maladies cardiovasculaires dans les pays du G20 », on y voit clairement que la France est dans le bas du tableau comparativement à d'autres pays. Alors oui, on peut mourir d'une maladie cardiovasculaire en France, bien sûr, mais il faut se dire que c'est bien pire dans d'autres pays. On voit bien au final que quelque chose cloche. Il y a un truc qui ne va pas. L'équation consommation de graisse saturée égale maladie cardiovasculaire est beaucoup trop simpliste. C'est comme prétendre qu'une seule pièce du puzzle donne l'image complète. Il faut plusieurs pièces pour voir l'ensemble du tableau. On va donc ici justement essayer d'avoir une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus précise des graisses saturées. Et surtout, on va voir que dans le bon contexte, elles font partie d'une alimentation saine, sans aucun problème. Les graisses saturées font augmenter le mauvais cholestérol LDL. C'est l'accusation principale que l'on fait aux graisses saturées. Elles feraient augmenter le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol. Mais pour bien comprendre de quoi il en retourne, faisons un point sur le fonctionnement du cholestérol. Le cholestérol est composé du HDL ou High Density Lipoprotein et du LDL, Low Density Lipoprotein. Plus précisément, ce sont des transporteurs du cholestérol. Le LDL transporte les nutriments comme les vitamines, le gras, le cholestérol jusqu'à nos cellules. Il agit comme un petit camion de transport qui va livrer les cellules. Le HDL, lui, transporte certains déchets jusqu'au foie pour qu'ils soient recyclés. Il agit donc comme un petit camion de poubelle qui vient enlever les déchets. Et les deux parties sont importantes et surtout complémentaires. Le cholestérol agit en cycle fermé, c'est pour cela qu'il n'y a pas en soi de bon ou de mauvais cholestérol. Alors quel est le rapport avec les graisses saturées? Petite partie un peu technique. Les cellules de notre foie sont dotées de récepteurs de LDL. Lorsque le cholestérol LDL passe près d'un de ces récepteurs, la particule de LDL est retirée du sang et est emmenée dans le foie pour qu'elle y soit décomposée. Et certaines études suggèrent qu'une consommation importante de graisses saturées empêche ces récepteurs à LDL de fonctionner correctement et que donc le cholestérol LDL augmente dans le sang. Par exemple, lorsqu'on démarre une alimentation cétogène, on consomme beaucoup de graisse et surtout beaucoup de graisses saturées et donc le niveau de cholestérol augmente pendant plusieurs mois jusqu'à se stabiliser et c'est tout à fait normal sans aucune conséquence. Inversement, la consommation de graisse insaturée comme l'huile d'olive par exemple diminue le niveau de LDL dans le sang. Du coup, est-ce qu'il faut conclure que la consommation de viande est mauvaise pour la santé car elle augmenterait le niveau de LDL et que l'huile d'olive est bonne pour la santé car elle réduit le niveau de LDL? Et la réponse est tout simplement non. Car ce n'est pas parce qu'une corrélation entre cholestérol et maladie cardiovasculaire a pu être observée dans le passé qu'il y a forcément causalité. Car oui, il faut différencier causalité de corrélation. Sinon, c'est une grosse erreur de raisonnement. C'est un peu comme dire sur les lieux des incendies, il y a toujours des pompiers. Comme par hasard. Bah oui, mais les pompiers sont là pour éteindre l'incendie. C'est pas eux qui l'ont déclenché. Il y a un lien de corrélation, mais pas de causalité. Eh bien, on va voir que pour le cholestérol, c'est exactement pareil. Il ne faut pas simplement juger un aliment à sa capacité à augmenter ou à baisser le cholestérol LDL. Encore une fois, car cette vision est simpliste. C'est voir la santé avec une seule pièce du puzzle. Là où il nous faut plusieurs pièces pour voir le tableau complet. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Pourquoi les graisses saturées ne bougent pas les artères? L'une des idées les plus couramment répandues est que les graisses saturées boucherait les artères, un peu comme de la graisse refroidie dans un tuyau. Mais cette vision est-elle vraiment conforme à la réalité scientifique? Premièrement, il est essentiel de comprendre que la graisse sous sa forme naturelle ne circule pas librement dans le sang. Comme on l'a vu, elle est transportée. Et ces paquets transporteurs s'assurent que la graisse soit correctement distribuée là où elle est nécessaire sans se coincer. Et c'est là que rentre en jeu l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est caractérisé par la présence de plaques, les athéromes, qui envahissent l'intérieur des artères. Ces plaques contiennent des lipides, des cellules inflammatoires, des cellules musculaires et du tissu conjonctif. La création de ces plaques est assez complexe et c'est pas juste de la graisse qui se colle sur des tuyaux. Aujourd'hui, on sait que la création de ces plaques est surtout exacerbée par l'inflammation chronique qui provient de facteurs inflammatoires de la vie moderne, comme le diabète, le tabagisme, la sédentarité, l'obésité et l'hypertension artérielle. Ok, mais le rapport avec les graisses saturées du coup, c'est quoi? Les études modernes montrent que lorsque les graisses saturées sont consommées dans le cadre d'un régime alimentaire équilibré, elles ne contribuent pas à l'athérosclérose. Heureusement, car beaucoup d'aliments du quotidien contiennent des graisses saturées. Par exemple, l'huile d'olive, largement reconnue pour ses bienfaits pour la santé, contient environ 14% de graisses saturées. De plus, toutes les graisses saturées ne sont pas créées de la même manière. Alors pour pas perdre trop de gens, ici je vais pas détailler cette partie, mais en gros, certaines graisses saturées peuvent augmenter le cholestérol LDL, mais elles augmentent également le cholestérol HDL. Vous savez, le bon cholestérol. D'ailleurs, l'indicateur le plus fiable
n'est pas que le cholestérol LDL. Comme on l'a vu, le cholestérol LDL ne travaille pas tout seul. Il travaille en équipe avec le HDL. Donc c'est plus l'équilibre entre le LDL et le HDL qui est réellement important. Voilà pourquoi on regarde souvent le ratio de cholestérol total, donc c'est-à-dire HDL plus LDL, divisé par le HDL. Cet indicateur est pertinent pour mesurer l'équilibre qu'il doit y avoir entre le LDL et le HDL. Alors effectivement, des études montrent bien que la consommation de graisses saturées fait augmenter le LDL, mais elles augmentent aussi le HDL, ce qui peut conduire à un ratio de cholestérol relativement stable. Et tant qu'on est dans les études, je voudrais vous partager plusieurs études qui vont dans ce sens. On a d'abord cette étude japonaise qui a été réalisée sur 58 000 sujets qui ne trouve aucun lien entre les graisses saturées et les maladies cardiovasculaires. Et l'étude trouve même une association inversée. Plus de graisses saturées en lien avec moins de risques de maladies cardiovasculaires. Comment expliquer cela? On sait que les Japonais consomment pas mal d'oméga 3. Qui ont des propriétés anti-inflammatoires et ça peut vraiment changer la donne. Retenez bien cela, c'est important pour la suite. Une autre grosse étude a synthétisé les résultats de 21 études sur environ 350 000 personnes. La conclusion est qu'il n'y a pas de lien entre la consommation de graisses saturées et les maladies cardiovasculaires. On pourrait aussi citer cette haute méta-analyse dont la conclusion est que les preuves actuelles ne soutiennent pas les directives qui encouragent une faible consommation de graisses saturées pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et puis cette autre méta-analyse qui conclut que les graisses saturées ne sont pas associées à diverses maladies, mais que les graisses trans, elles par contre, le sont. J'avais effectivement parlé des graisses trans qui, elles, sont vraiment problématiques pour la santé dans une autre vidéo dont je vous mets les références dans la description de la vidéo si vous souhaitez la voir. Ce qui bouche vraiment les artères. Là aussi, j'avais fait une vidéo complète sur le sujet qui se nomme « Comment nettoyer ses artères, les meilleurs aliments pour diminuer le cholestérol », mais je vais vous faire un petit résumé rapide. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas simplement le gras dans les artères qui pose le plus gros problème. C'est beaucoup plus complexe que cela. Le véritable ennemi de vos artères, c'est pas les graisses saturées, c'est ce qu'on trouve dans l'alimentation moderne. Comme les graisses trans, alors il y en a de moins en moins, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais surtout le sucre dont la consommation a littéralement explosé ces dernières décennies. Et voilà où le LDL, donc le mauvais cholestérol, entre en jeu. Comme on l'a vu, le LDL intervient pour livrer du cholestérol aux cellules. Ce qui est beaucoup moins connu, c'est que le LDL peut s'oxyder. Et c'est le stress oxydatif qui va venir oxyder, abîmer le LDL. En fait, le stress oxydatif, c'est la conséquence de molécules instables, qu'on appelle les radicaux libres, qui sont naturellement présents dans le corps. Et lorsque les radicaux libres sont en excès, ces molécules sont potentiellement néfastes pour l'organisme et peuvent altérer le bon fonctionnement des cellules. En fait, pour simplifier très grossièrement, les radicaux libres vont venir abîmer, altérer tout ce qui touche. Et certains facteurs peuvent augmenter considérablement la création de radicaux libres, comme le tabac, la pollution, une alimentation déséquilibrée, le stress, etc. Et donc ces radicaux libres peuvent attaquer le LDL. Et donc il y a deux raisons qui expliquent pourquoi le LDL qui est devenu oxydé va être problématique. Premièrement, l'oxydation des LDL diminue leur affinité pour les récepteurs du foie, d'où une épuration moins efficace. Et deuxième point, surtout, une fois oxydé, le LDL peut devenir dommageable. En effet, le LDL oxydé étant vu comme une cellule non fonctionnelle, elle va être capturée par des macrophages, de grandes cellules immunitaires, qui va conduire à la formation de plaques instables. Et donc, c'est pas forcément le LDL le problème, c'est le LDL oxydé. Voilà ce qui contribue réellement à l'athérosclérose. Et le pire, c'est que tout cela va être exacerbé si on est en présence d'inflammation chronique. Ainsi, le taux de LDL oxydé est un vrai facteur prédictif des maladies cardiovasculaires. Et qu'est-ce qui favorise justement l'oxydation du LDL? Des facteurs oxydants bien connus comme, on l'a vu, l'hypertension artérielle, le diabète en général et l'hyperglycémie en particulier, et le tabagisme, bien sûr. Car chaque bouffée de cigarette contient 1 million de milliards de radicaux libres. Ce déluge astronomique de radicaux libres explique en partie pourquoi un fumeur a 2 à 3 fois plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire qu'un non-fumeur. Ainsi, il faut arrêter d'être omnubilé par le cholestérol et se focaliser davantage sur d'autres facteurs plus déterminants pour le risque cardiovasculaire, comme la consommation excessive de sucre, l'alcool, la cigarette, le surpoids, la sédentarité, etc. Et là, certains pourront me dire que pour diminuer le niveau de cholestérol, on a inventé des médicaments, les statines. Alors ces médicaments ont été inventés à la base pour traiter les personnes qui souffrent de cholestérol familial. Et ce problème touche une minorité de personnes. 0,4% de la population souffrirait de cholestérol
familial. Et pour les personnes qui n'ont pas de cholestérol familial, utiliser des statines, ça va avoir deux problèmes. Déjà, ça va engendrer une quantité énorme d'effets secondaires. Et en plus, deuxième point, ça ne résout pas la source du problème. Dès qu'on arrête les statines, le cholestérol remonte en flèche. Les statines masquent les symptômes. Ils ne soignent pas l'origine du problème. Je suis bien que tout ceci est un peu complexe et que ça peut aller dans tous les sens. Je vous propose donc une petite analogie pour y voir un peu plus clair et faire un petit point. Dans cette analogie, votre corps, c'est une ville. Les LDL sont des voitures. Elles sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la ville. Elles aident à transporter les gens et les marchandises d'un point A à un point B. Quand tout va bien, les voitures circulent librement sur les routes, même s'il y a un peu de trafic. Le stress oxydatif, c'est des nids de poules et des obstacles qui peuvent provoquer des accidents sur la route. Maintenant, imaginez justement que des nids de poules et des obstacles apparaissent sur les routes. À force de rencontrer des nids de poules, les voitures vont devenir défectueuses et des accidents peuvent survenir. Votre voiture qui a eu un accident, c'est le LDL qui a été abîmé par le stress oxydatif. À force d'avoir des accidents qui s'accumulent, cela va finir par provoquer un carambolage et la route va être bloquée. Dans notre analogie, le carambolage, c'est un athérome qui s'est formé et qui bloque la circulation sanguine. Alors vous pourriez penser que la solution c'est de réduire le nombre de voitures en circulation, donc de réduire le cholestérol. Mais c'est pas vraiment efficace si les routes restent en mauvais état. Le véritable problème c'est pas le nombre de voitures, mais la qualité des routes sur lesquelles elles roulent. Plutôt que de simplement réduire le nombre de voitures en baissant votre taux de cholestérol, il serait plus judicieux d'améliorer la qualité des routes en réduisant le stress oxydatif, donc les nids de poules qui vont venir abîmer vos voitures. Ainsi, les voitures pourraient rouler librement et plus sûrement, réduisant ainsi les risques d'accident. Dans le contexte de notre analogie, les statines pourraient être vues comme des péages très coûteux à l'entrée des villes. Ce péage aurait pour effet de réduire artificiellement le nombre de voitures, donc le cholestérol, qui entrent dans la ville. Mais ce péage, les statines donc, ne ferait strictement rien pour améliorer l'état des routes, donc pour réduire le stress oxydatif. Les voitures qui restent en circulation peuvent toujours rencontrer des accidents à cause des routes en mauvais état et les problèmes de base, donc le stress oxydatif, demeure inchangé. De plus, le péage coûteux, donc les statines, pourrait avoir d'autres effets secondaires indésirables sur la vie des habitants parce que du coup, ils reçoivent moins de livraisons de la part des voitures. Tout comme les statines ont des effets secondaires assez nombreux sur le corps. Du coup, au lieu de diaboliser les graisses saturées, voici ce qu'il faut vraiment faire. Comme on l'a vu ici, les grands principes, ça va être de mettre en place des choses qui vont protéger notre santé en général et nos artères en particulier. C'est ce qui va permettre d'avoir une route en bon état en évitant la présence des nids de poules et donc d'éviter les accidents pour reprendre l'analogie précédente. Pour cela, il va falloir donc premièrement diminuer le stress oxydatif et deuxièmement diminuer l'inflammation chronique. Et cela va se faire par des changements de style de vie. Pour y arriver, je vous propose un plan en 11 étapes. Il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, adopter une alimentation anti-inflammatoire. J'en ai parlé plusieurs fois précédemment, mais il faut adopter une alimentation anti-inflammatoire riche en antioxydants, car ce sont eux qui vont venir neutraliser les radicaux libres et donc diminuer le stress oxydatif qui abîme le cholestérol LDL. En gros, les antioxydants vont venir boucher les nids de poules sur votre route. Pour simplifier. En privilégiant les aliments qui combattent l'inflammation et en limitant ceux qui la favorisent, il est déjà possible d'améliorer la santé de vos artères. En diminuant le stress oxydatif, non seulement on évite l'oxydation du cholestérol sanguin, mais en plus cela protège nos cellules qui sont moins attaquées par les radicaux libres. Donc pour simplifier, en fait, en diminuant le stress oxydatif, on va vieillir moins vite. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ainsi, les aliments qui contiennent de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine D, du bêta-carotène, des flavonoïdes, des tannins, le cuivre, le zinc, le sélénium et les polyphénols sont tous de puissants antioxydants. Concrètement, l'alimentation méditerranéenne peut être un très bon début. En effet, cette alimentation est plutôt riche en légumes et en huile d'olive qui contient beaucoup de polyphénols, et donc tout ça ensemble fait que vous allez avoir une alimentation plutôt antioxydante. Plus globalement, on trouve des antioxydants par exemple dans les fruits, les légumes, les huiles de colza, les noix, dans les poissons gras, dans le thé vert, bref, tous les aliments d'une alimentation anti-inflammatoire. D'ailleurs, si cela vous intéresse, je viens de publier un nouveau petit livre gratuit pour bien démarrer l'alimentation anti-inflammatoire. Dans ce petit livre, vous allez découvrir vraiment ce qu'est l'inflammation chronique, donc le feu qui ne s'éteint jamais dans votre corps, la vérité sur les conséquences désastreuses de l'inflammation chronique, les solutions pour vaincre l'inflammation chronique, les alternatives saines des aliments inflammatoires au quotidien, le déséquilibre qui touche presque tout le monde et qui peut rendre malade et comment le corriger, et bien d'autres choses que j'ai pas forcément partagées ailleurs. Si cela vous intéresse de récupérer ce petit livre gratuit, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et c'est aussi le lien dans le premier commentaire épinglé
juste en dessous. Deuxième point, perdre l'excès de masse grasse, et en particulier l'excès de graisse viscérale. En effet, la graisse viscérale est particulièrement nocive car elle est métaboliquement active et libère des molécules inflammatoires dans la circulation sanguine. Vous ne pouvez pas avoir une bonne santé métabolique sur le long terme si vous avez un haut niveau de graisse viscérale qui est inflammatoire. Troisième point, réduire sa consommation de sucre et d'aliments à index glycémique élevé qui favorise l'inflammation. Le sucre et les aliments à index glycémique élevé vont causer des pics de glycémie qui à leur tour entraînent une augmentation des niveaux d'insuline. Et une insuline chroniquement élevée va contribuer à l'inflammation chronique et à provoquer de la résistance à l'insuline. Et c'est un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires, comme le montre cette étude, où l'hyperglycémie est clairement associée à l'inflammation. Ou bien cette étude qui démontre que les personnes qui font de la résistance à l'insuline ont des niveaux de LDL plus élevés. Une autre étude a révélé que le remplacement des graisses saturées d'origine animale de bonne qualité par des glucides comme le pain, les pâtes, le riz augmentera votre risque de maladie cardiaque. Quatrième point, retrouver un bon rapport oméga 6, oméga 3. Le régime occidental moderne a tendance à être riche en oméga 6 qui se trouve en abondance dans les mauvaises huiles végétales et les aliments transformés. Et inversement, le régime occidental moderne est pauvre en oméga 3, présent dans les poissons gras comme le saumon et les sardines par exemple. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je recommande un rapport oméga 6 sur oméga 3 proche de 4 pour 1, voire encore plus bas si vous pouvez, pour diminuer l'inflammation. Ce rééquilibrage va participer à diminuer l'inflammation, mais aussi à améliorer la santé de vos cellules, car ça améliore la fluidité de vos membranes cellulaires, qui au final va avoir un impact positif sur votre santé cardiovasculaire. Vous vous rapprocherez alors de l'alimentation des Japonais qui, comme on l'a vu dans l'introduction, n'ont aucun problème avec les graisses saturées grâce entre autres à une alimentation riche en oméga 3. Cinquième point, fuir l'alimentation hautement transformée. Les aliments hautement transformés sont très souvent riches en sucre, en sel et en oméga 6, tout en étant pauvres en nutriments essentiels. Ils vont donc augmenter l'inflammation chronique et le stress oxydatif dans le corps. Sans parler des additifs, des conservateurs et d'autres composés qui peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé. En éliminant les aliments hautement transformés de votre alimentation, vous prenez un grand pas vers une meilleure santé de vos artères. Sixième point, consommer des produits animaux de qualité. Comme on l'a vu, les graisses saturées viennent très principalement des sources animales. Et les réserves de graisse d'un animal contiennent la plus grande charge d'antibiotiques, de pesticides et d'hormones. Évidemment, cela n'avait strictement aucune importance il y a 20 000 ans pour les populations qui consommaient encore de la viande d'excellente qualité, comme on l'a vu en introduction avec les Maasai par exemple. Mais cela compte énormément dans le monde moderne où la viande a subi elle aussi un fort niveau d'industrialisation. Une façon d'améliorer la situation, c'est de consommer de la viande biologique. Ou encore mieux, consommer des produits issus d'animaux nourris à l'herbe. Déjà pour le bien-être animal, mais aussi parce que cela va drastiquement augmenter l'apport d'oméga 3. En effet, la viande, les produits laitiers et les œufs provenant d'animaux élevés en pâturage, nourris avec une alimentation naturelle et sans antibiotiques ni hormones de croissance, contiennent des niveaux plus élevés de nutriments bénéfiques. Par exemple, la viande de bovin nourrie à l'herbe est plus riche en antioxydants comme la vitamine E. Retenez bien que c'est la façon dont est élevé l'animal qui va au final définir si c'est un aliment sain ou toxique pour la santé. Septièmement, en finir avec la perméabilité intestinale. La perméabilité intestinale, c'est quand la paroi de votre intestin devient poreuse. Car les cellules qui tapissent la paroi de votre intestin ont tendance à s'ouvrir. Cela va permettre à des particules non désirées, comme des morceaux de protéines, des bactéries ou des toxines, de passer dans la circulation sanguine. Cela va déclencher alors une réponse immunitaire et conduire à une inflammation systémique chronique. 3 exemples de facteurs qui ont tendance à augmenter la perméabilité intestinale. D'abord le stress chronique, ensuite une utilisation excessive d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et une consommation importante de gluten. 8e point, améliorer votre sommeil. Le sommeil, c'est le moment où votre corps travaille à réparer et à renouveler les cellules endommagées. Et c'est également le moment où il sécrète la mélatonine, un des plus puissants antioxydants du corps humain. En effet, la mélatonine n'est pas seulement impliquée dans la régulation de la veille et de l'éveil, elle est aussi un antioxydant qui protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Ainsi, une bonne nuit de sommeil va augmenter les niveaux de mélatonine qui va aider à lutter contre le stress oxydatif et l'inflammation. 9e point, la pratique d'une activité physique tous les jours est très importante. L'activité physique permet premièrement de réduire l'inflammation en favorisant la production de molécules anti-inflammatoires et deuxièmement de diminuer le stress oxydatif en stimulant
les défenses antioxydantes naturelles du corps. Et puis bien sûr, troisièmement, cela permet d'améliorer la santé cardiovasculaire. L'exercice régulier est associé à des améliorations du profil lipidique, comme une augmentation du HDL et une réduction des triglycérides. Dixième point, vaincre le stress chronique. Le stress chronique, c'est un autre facteur très important dans l'augmentation de l'inflammation et du stress oxydatif. Non seulement il peut affecter votre santé mentale, mais il peut aussi avoir des répercussions physiologiques très graves. En effet, les hormones du stress comme le cortisol peuvent dérégler tout un tas de mécanismes très importants dans votre corps. Et cela va contribuer à des problèmes importants comme l'obésité, l'hypertension artérielle et finalement les maladies cardiovasculaires. Onzième point, bien sûr, diminuer fortement l'alcool et arrêter le tabac. Comme on l'a vu, le tabagisme et la consommation excessive d'alcool sont des facteurs de risque très bien établis pour les maladies cardiovasculaires. Ils contribuent tous les deux à l'inflammation et au stress oxydatif, dégradant ainsi la qualité des artères. Et puis il serait quand même particulièrement cocasse de blâmer les graisses saturées si en même temps vous fumez et vous consommez de l'alcool, non? En résumé, je suis bien conscient que tous ces changements peuvent sembler une montagne. Commencez par une ou deux améliorations et ensuite intégrez-les à votre routine, ça peut déjà faire une grande différence. Faites tout ça étape par étape. Le voyage vers une meilleure santé, c'est un marathon et pas un sprint. Conclusion, il faut donc arrêter cette fixation sur les acides gras saturés. Premièrement, il y a un flagrant manque de preuves scientifiques et une totale contradiction avec les connaissances actuelles. Comme on l'a vu, l'hypothèse lipidique qui date des années 50 est basée sur des fausses corrélations et donc est complètement biaisée. Le gras en général et les graisses saturées en particulier sont subitement devenus l'ennemi public numéro 1 alors que les humains en ont consommé pendant des millénaires sans aucun problème. Et donc du coup, l'hypothèse lipidique est encore largement acceptée dans les milieux médicaux, dans les milieux officiels. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être choqués par cette vidéo, j'en suis bien conscient. Mais il est juste temps de remettre à plat nos connaissances sur le sujet et donc de remettre à jour aussi les manuels de médecine. Deuxième point, oui, les graisses saturées peuvent faire augmenter le niveau de cholestérol LDL, mais comme on l'a vu aussi, ça permet d'augmenter le niveau de cholestérol HDL. Comme on l'a vu, le rapport cholestérol total sur cholestérol HDL reste relativement stable et c'est probablement ce rapport qui est beaucoup plus intéressant pour prédire les maladies cardiovasculaires que juste le niveau de cholestérol LDL. On peut donc dire que les acides gras saturés présentent un effet neutre sur les risques de maladies cardiovasculaires. Comme on l'a vu précédemment, de très nombreuses méta-analyses soutiennent cette conclusion. Troisième point, j'irai même encore plus loin en disant que regarder juste que le niveau de cholestérol, c'est pas le paramètre le plus important. Il faut inversement surveiller son taux de LDL oxydé. Ces LDL oxydés sont des contributeurs redoutable du risque cardiovasculaire. Et pour réduire le LDL oxydé, il est inutile de chercher à baisser son cholestérol en consommant moins de graisses saturées. Il faut par contre s'attaquer à ce qui oxyde le cholestérol et qui abîme aussi nos autres cellules. Comme on l'a vu précédemment, c'est en diminuant le stress oxydatif, donc en jouant sur notre style de vie. Quatrième point, il faut donc combattre les vrais ennemis que sont le stress oxydatif et l'inflammation chronique. Se focaliser sur le cholestérol et donc sur les graisses saturées, c'est regarder uniquement que la partie visible de l'iceberg, en oubliant tous les facteurs de risque qui sont sous l'iceberg. Comme on l'a vu sur la partie précédente, c'est en grande partie l'inflammation chronique et le stress oxydatif, les grands coupables de la plupart des maladies métaboliques modernes. L'ennemi, ce ne sont pas les graisses saturées en elles-mêmes. Vous pouvez consommer de l'huile de coco sans conséquence sur votre santé. Vous pouvez manger des œufs s'ils sont de bonne qualité. Vous pouvez manger de la viande si, idéalement, elle provient d'animaux nourris à l'herbe. Par contre, consommer des graisses saturées dans la charcuterie, qui est une viande ultra transformée, dans les chips ou dans les pâtisseries industrielles, alors là, oui, ça sera délétère. C'est donc le contexte dans lequel les graisses saturées sont consommées qui est réellement important. C'est ce que nous montrent parfaitement les nombreux peuples à travers le monde qui consomment beaucoup de graisses saturées sans aucun impact sur leur santé. Retenez bien qu'on ne mange pas que des nutriments, on ne mange pas que des graisses saturées. On mange des aliments qui sont par définition non complets et non équilibrés. L'équilibre, il est atteint par l'ensemble de ce que vous mangez, par le menu, par le régime alimentaire. Ainsi, ne vous focalisez pas sur les graisses saturées. Focalisez-vous sur vos choix de vie. Ce sont vraiment eux qui vont avoir un impact négatif ou positif sur votre santé. C'est donc à vous de jouer maintenant en prenant en charge votre santé et en faisant les bons choix de vie. Comme on l'a vu, le stress oxydatif est l'un des grands ennemis, bien plus que les simples graisses saturées. Et le stress oxydatif, au-delà d'abîmer vos artères, il va aussi abîmer vos cellules
et donc vous faire vieillir prématurément. J'avais justement fait une vidéo pour vous expliquer comment vieillir moins vite, comment rajeunir entre guillemets. Si vous souhaitez voir cette vidéo qui sera tout à fait complémentaire à celle-là, n'hésitez pas à la voir, elle est juste ici. Et moi entre temps je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao!